Bonjour, je suis très flatté d'être reçu par le Machon Meir pour l'émission de Roni Akrish. Bon, je vais me présenter, je m'appelle Avram Azoulay et ça fait 15 ans que j'ai créé un petit média qui s'appelle Le Petit Hebdo et qui est devenu aussi un site internet d'information qu'on appelle lphinfo.com. Aujourd'hui, Roni m'a invité à venir sur le plateau et je vais lui poser quand même quelques questions qui m'interpellent et je sais que Roni, même si on n'a plus besoin de le présenter, pour moi c'est un homme d'abord de lettres, mais c'est aussi un homme de cœur et c'est surtout un homme de Torah et d'Eretz Israël. Donc je vais commencer directement, Roni, par la question, puisqu'on est dans cette parashat Shavua qui s'appelle Béchalach. Comment ça se fait qu'on a appelé cette parasha Béchalach et pas Yetziat Mitzrayim, Betzet Israël, Mitzrayim? Béchalach, c'est comme si on nous renvoyait. Donc ça veut dire Paro a renvoyé les Bnei Israël. Il les a, entre guillemets, foutus à la porte. C'est pas eux qui sont sortis, c'est lui qui les a renvoyés. Comment on peut expliquer ça, surtout par rapport à l'actualité qui est aujourd'hui des Juifs de France? Est-ce que c'est les Juifs de France qui sortent ou bien on les fout à la porte, tout simplement? Tu poses une question essentielle. Et si on regarde véritablement notre livre essentiel, le Tanakh par exemple, on remarquera non seulement ce que tu viens de déclarer, c'est-à-dire que la paracha qui vient traiter de la sortie d'Égypte n'est pas une sortie volontaire, mais il y a de la part de l'Égypte une prise de position autant dans le désordre qu'elle va engager vis-à-vis d'Israël, des Hébreux, autant il faudra attendre son verdict pour sortir. C'est pas « Let my people go », laissez mon peuple sortir, et le réceptacle, monsieur Pharaon, tout en carton comme je l'appelle, qui viendrait dire « oui, je comprends, alors je vous laisse sortir ». Et puis à l'époque de Cyrus, Cyrus sera lui celui qui engage le retour pour le deuxième temple. Et puis, notre troisième sortie aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on puisse dire que nous avons par nous-mêmes foncièrement décidé, mais je crois que nous avons été décidés. Pharaon n'en pouvait plus, en quelque sorte? Mais Pharaon est arrivé à, comment dire, une limite du supportable. Mais il se reprendra très vite, n'ayez crainte. D'ailleurs, nous aussi, le 29 novembre 1947, la Société des Nations, après avoir vu l'ouverture des camps de la mort, est prête, bien entendu, à voter généreusement le partage de la Palestine en deux États, dont un État juif. Mais bon, vous avez compris, depuis l'époque, ils se sont repris plus d'une fois. Tu parles de 47 et des nations. Quand on écoute aujourd'hui l'actualité de l'Europe, ils ont l'air d'avoir regretté ce qu'ils ont fait en 47. Exactement, c'est ce que je voulais te dire. C'est-à-dire que, bien après l'émotion du moment, lorsque, pourrait-on dire, on a repris ses esprits, alors peut-être s'est-on rendu compte de la dangerosité qu'il y aurait à cet Israël en lieu et en temps où il se trouve, et on l'appelle aujourd'hui ce pays capable de déstabiliser l'équilibre mondial. Alors tu as dit, Pharaon a renvoyé les Bnei Israël, mais on parle de Am Israël, Bnei Israël. Pourquoi Am, pourquoi Bnei? Tu peux nous expliquer quelque chose? Là aussi, c'est lui, le Pharaon. En fin de compte, il est une pièce maîtresse. Parce que c'est lui qui, le premier dans l'histoire biblique, donc dans l'ontologie du fait hébreu, eh bien, qui va dire « Elé Am Bene Israël ». Ce sont les enfants d'Israël, descendants de Yaakov, mais moi, je ne les vois plus comme Am, mais on changerait la ponctuation, comme Im, car le peuple, Am, est celui qui accepte d'être avec. Donc, nous faisons, toi et moi, partie du peuple d'Israël parce que nous sommes avec. Mais c'est Pharaon qui dénomme et qui définit le statut des enfants. On peut lui dire merci. Il nous a désignés comme un peuple. Finalement, avant ça, nous n'étions pas un peuple. Oui, d'ailleurs, c'est même problématique, je te dirais, parce que je t'emmènerai sur un chemin qui peut être glissant. Mais avoir tellement été reconnus par autrui pour être ce que nous sommes, nous a presque amené, nous, à reconnaître ceux qui ne sont pas. Je veux parler des Palestiniens. Ah. Encore, on revient à l'actualité. Oui. C'est nous qui l'avons créé, le peuple palestinien. Alors que Pharaon crée en quelque sorte le paradigme d'Israël
avant que celui-ci ne rentre dans le sein de l'histoire. Il y a une répétition assez étrange. On l'a créé et on a convaincu les autres de croire en un peuple palestinien. Ben, évidemment, puisque... Et aujourd'hui, on en subit les conséquences. Pharaon a convaincu tout le monde que nous étions le peuple d'Israël aussi. Bien sûr que nous allons nous réaliser comme peuple, mais tu connais l'histoire de l'épopée de 40 ans dans le désert, où il faut construire ce peuple. Parce que Dieu pensait qu'en 3 jours, 10 jours maximum, on allait le faire rentrer sur son terroir. Et alors pourquoi on était à 10 jours d'Eretz Israël, pourquoi ne pas les amener directement? Pourquoi les faire passer 40 ans? Je crois qu'on peut faire encore aussi là un parallèle avec ce que nous vivons. C'est-à-dire que entre l'idéal auquel nous aspirons, auquel nous croyons, c'est comme si nous étions en prison et il n'y a pas un prisonnier qui n'aspire à la liberté. Mais lorsqu'il est libéré, la réalité... propose des dualités, des contradictions qui paraissent tellement difficiles lorsqu'on était logé, nourri, etc. Il fallait un temps de préparation pour entrer en Israël. On ne mérite pas Eretz Israël directement, il faut passer par tant d'épreuves. Je pense, à mon avis, que lorsqu'on est confronté à cette réalité-là, il faut considérer la réalité, non pas dans le pragmatisme qu'elle représente, c'est-à-dire dans le côté matériel, technique, mais être capable continuellement de préserver ce qui fut un rêve dans la réalité, c'est-à-dire ne pas prendre nos rêves pour des réalités, mais faire de notre réalité un rêve. Pour faire de notre réalité un rêve, il faut y injecter, pas au quotidien, mais à chaque instant, un peu de l'éternité de l'idéal auquel nous croyons. Et ce temps passé dans le désert, c'est uniquement lié au fait de cette préparation. Qu'est-ce que c'est Erev Rav? Qu'est-ce que c'est ce peuple qui était à l'intérieur de notre peuple? Est-ce que c'est des gens qui sont rentrés avec nous et qui ont profité de notre sortie pour arriver en Israël? D'abord, je n'aime pas essentiellement traiter de ce sujet. C'est pour ça que je te pose la question. La tourbe humaine. Mais on peut considérer que ce concept qui est considéré par certains de nos sages, puisqu'il le traite Erev Rav. Comment ça s'explique exactement? Tu peux le définir? À mon avis, c'est ceux qui vont contredire le projet dans lequel nous sommes engagés. Ah, c'est pas des goïms qui n'étaient pas des Bnei Israël qui sont rentrés dans cette aventure au sens littéral, on peut considérer que... Mais tu sais, Manitou disait, à chaque fois que vous accusez quelqu'un, il y a un doigt vers l'accusé, il y en a 3 vers vous. Alors, je ne veux pas être, l'avocat du diable, mais il est clair que bien au-delà de la situation de cette tourbe humaine étrangère qui va vouloir contredire le projet d'Israël, il ne manquera pas, comme aujourd'hui, d'ailleurs aux informations ce matin, avant-hier, etc., nous voyons qu'en notre propre sein, il y a, pas encore une tourbe, heureusement, mais nombre d'individus qui déploient l'étendard de la contradiction du projet Israël. Ce n'est pas certain que c'est à vous, ce n'est pas certain que vous deviez y être, et puis votre comportement est injuste, etc. Mais tu parles des Juifs à l'intérieur du peuple juif. Bien entendu. Ce ne sont pas des étrangers parmi nous. Et dans le texte, on nous dira que, bien entendu, par exemple, quand Amalek, à la sortie d'Égypte, va sortir en belligérance face à Israël, on dit qu'il a frappé les Nechechalim. Nechechalim, c'est ceux qui étaient dans le doute. D'ailleurs, la guématria de doute et d'Amalek, c'est la même. Quel doute? Si ça marche avec Moshe, nous suivons Moshe. Si ça ne marche pas avec Moshe, nous retournons en arrière. Donc, tu vois, c'est impossible d'être manichéen. Il y a les mauvais et il y a les bons. Il se trouve que parmi les mauvais, nous trouverons des bons, et parmi les bons, on trouvera pas mal de mauvais aussi. D'accord. J'ai un ami qui habite en France et qui n'est pas juif et qui est journaliste, je ne dirai pas son nom pour ne pas le compromettre, mais qui m'a dit une fois, vous au moins, le peuple juif, vous avez une solution, vous avez où aller. Nous, en France, on n'a pas où aller même si on n'est pas satisfait. Moi, j'ai toujours pensé que Erev Rav, c'était des goïms qui étaient en Égypte et qui ont profité de la sortie du peuple juif pour partir avec eux. Ce n'est pas ce que tu as l'air de dire. Je te répondrai en te disant aussi. Est-ce que le Erev Rav, c'est pas dans chacun d'entre nous, il n'y a pas une partie de Erev Rav? Bien sûr, le fait de vouloir remettre en question
le devenir naturel auquel nous devrions être liés, il y a de cette dimension qui fait que nous pouvons d'abord et avant tout être les contradicteurs de nous-mêmes. Oui, mais... Et donc de cette manière, nous fourvoyer dans l'histoire. Tu as montré des gens qui mettent en doute tout le peuple d'Israël. Mais nous, même qui aimons la terre d'Israël, la Torah d'Israël, le peuple juif, on n'a pas de doute, on n'a pas droit au doute, on n'a pas le droit de se remettre en question. Absolument. Le doute est permis, le doute d'un temps. Le doute de tout le temps n'est pas permis. Le doute d'un temps nous amène à la question. Ce qu'on appellera chez le Maharal de Prague, Koachama, qui est la chorma véritable, la force du quoi. Lorsque nous avons la possibilité de poser la question. Eh bien, si tu veux, là, ce n'est pas simplement que nous nous posons la question. Il s'agit de personnes et de personnages. Théodore Lessing avait écrit cet ouvrage avant la Seconde Guerre mondiale, ouvrage mémorable que nous reprenons jusqu'à la haine de soi. Si le doute arrive jusqu'à ce point où je puisse déclarer du haut de ma chair londonienne, alors que je suis un Israélien, que le peuple d'Israël n'a jamais existé, ou bien un autre que le peuple d'Israël n'a pas le droit à l'existence et qu'il continue à se perpétuer dans les méandres de sa diaspora, etc., etc. Tout le monde connaît ce qui se dit aujourd'hui, ou la dernière déclaration de l'ancien directeur de Médecins sans frontières, un ancien Israélien qui se permet d'être absolument abject. Eh bien, il est clair que là, il n'y a pas seulement... Le propos n'est pas... Un doute, il est conséquent d'une prise de position, il n'y a plus de doute. C'est vrai qu'il y a eu une déclaration dernièrement d'un certain Ronnie, pas toi, hein, je ne me rappelle plus de son Broman. C'est l'ancien directeur. Tout à fait, je n'avais pas son nom en tête, mais par rapport à cette fameuse kippa qu'il a liée à l'État d'Israël. Il y a peu importe ce qu'il a dit, on a compris exactement ce qui mettait le doute dans notre peuple, mais par rapport à cette fameuse kippa, ça a encore divisé notre peuple, les Juifs entre eux, les pros et les contre, ce qu'a déclaré Zvi Amar. Est-ce que c'est vraiment dramatique d'avoir dit maintenant en France on ne peut plus se promener avec une kippa parce que c'est dangereux? Est-ce que c'est de la capitulation? C'est du réalisme? Est-ce que ça n'a pas finalement amené les autorités à se regarder dans un miroir et se dire est-ce qu'on n'est pas capable de donner la sécurité à nos propres Juifs, à notre propre peuple? Qu'est-ce que tu en penses, Ronnie, de cette question? Je crois d'abord et avant tout que ce n'est pas le lieu, l'étranger, la diaspora, vis-à-vis duquel nous pouvons avoir des revendications sécuritaires et d'assurance vie. Parce que ce n'est qu'a posteriori que l'on peut revendiquer cela. C'est-à-dire que nous sommes citoyens de pays démocratiques et donc nous demandons du point de vue de l'égalité, des responsabilités de l'État, eh bien d'assurer la sécurité, le devenir de chacun des citoyens. Deuxièmement, dans l'a priori, je dirais que bien sûr que dans les conditions réalistes qui sont les nôtres aujourd'hui, en a priori, ma place n'est pas d'être en dehors de moi, en dehors de chez moi. C'est d'être à ma place. Maintenant, dans ce hors de chez moi, la kippa, nous le savons, est une symbolique tardive. Il n'y a aucune législation antérieure, première, concernant le port d'un couvre-chef, quel qu'il soit. C'est une législation ultérieure, postérieure au Talmud, etc., et qui fait. Donc, véritablement, c'est un symbole. Mais même ce symbole, nous le savons, toi et moi, que nous n'avons pas besoin de ce symbole pour être reconnus lorsque nous nous promenons dans les rues de Paris et de je ne sais plus quel autre bled de France et de Navarre. Donc c'est une question symbolique vis-à-vis d'une représentation symbolique et on voit les politiques récupérer tout cela. Bien évidemment, c'est sympathique parce que ça nous permet de voir que des gens sont solidaires du malheur des Juifs, etc. Mais enfin, comme tu le sais, ce ne sont pas les déclarations, je crois que c'est toi qui l'as dit, ce ne sont pas les déclarations d'intention qui vont assurer la sécurité des Juifs. Mais si les Juifs décident de partir à la rencontre de l'hébreu renaissant, je crois que même lorsque la sécurité n'est pas totale, et nous en savons quelque chose ici en Israël, nous sommes plus assurés
de nous rassurer, de nous défendre de ceux qui nous agressent, que lorsque nous ne sommes pas les maîtres d'œuvre de cette défense et de cette assurance. Bon, maintenant, les Juifs sont en France, ils n'ont pas encore fait tous leur alia. On est obligé de penser à leur situation sur place. Est-ce qu'on n'a pas une tendance, nous qui habitons maintenant en Israël, qui avons fait ce pas il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou même il y a 1 an, à faire une morale un peu trop excessive à ceux qui sont encore là-bas? Alors je vais te rassurer tout de suite, moi je ne fais pas de morale, en tout cas je n'en fais plus depuis longtemps. Parce que ce n'est pas la primordialité de mes préoccupations. Ni les Juifs de France, ni les Juifs des États-Unis. Ma préoccupation essentielle est ma terre, mon peuple, mon État, ma nation, dans laquelle je suis et qui se débat. Ça veut dire que les Juifs de l'étranger ne t'intéressent plus? Je n'ai pas dit que... Je veux dire, ils ne m'intéressent pas au point d'en faire le point central de ma réflexion, de ma pensée, de mes angoisses et de mes inquiétudes. Mais ils t'écoutent, hein, là-bas. Alors, il m'inquiète comme je suis inquiet pour tout un chacun lorsque le pronostic vital de tout un chacun est remis en question. Mais s'il y a un vitalisme moral auquel je me réfère concernant la pensée et le devenir essentiel, eh bien, pour moi, Israël est le nœud gordien. Il est le point central de toute ma réflexion, de toute ma pensée, en tout cas dans ces 10 dernières années. Je ne travaille que là-dessus essentiellement. Et lorsque j'écris en français, ou que nous faisons l'émission en français, ou lorsque j'enseigne à tous nos étudiants, chaque année entre 200 et 250 étudiants, eh bien c'est parce que c'est leur langue maternelle, et parce que c'est un moyen, eh bien pour moi, de pouvoir penser avec ceux qui sont mes frères, ceux qui sont mes sœurs, c'est-à-dire ma famille, celle de mon peuple, ici et à l'extérieur, eh bien de leur dire qu'aujourd'hui, l'histoire a fait un grand pas, et que dans ce grand pas-là est en train de se réaliser quelque chose, non pas avec 600 000 ou 1 million ou 2 millions, mais plus de 6 millions de Juifs qui reprennent le chemin, grâce à Israël, de l'hébreu qui se trouve en eux, et pas encore totalement révélé, eh bien, j'utilise cette langue maternelle, ce savoir que nous avons acquis grâce à la France, en partie, eh bien, afin de pouvoir leur transmettre un enseignement, un savoir, une connaissance, une prise de conscience. Et si je le fais, c'est parce que la conscience, c'est pas de se brancher à une prise. C'est bien au contraire de prendre conscience, c'est-à-dire de s'élever. C'est la raison de nos élèves qu'on appelle étudiants. Mais c'est pouvoir prendre la possibilité de grandir et de s'élever. Alors ce n'est pas que je les délaisse, mais je veux savoir qu'est-ce qui est le primordial, qu'est-ce qui est le succès d'année. Comment, pour terminer, comment on pourrait s'approcher de la Géoula? Ah, là, c'est une grande question. Tu veux terminer avec cette grande question? Ça sera peut-être l'essentiel d'une prochaine émission ensemble, mais je vais te dire, si on s'approche de la Géoula, oui, j'ai un message essentiel qui parcourt mes livres et mes leçons, c'est l'identité morale de la manière d'être hébreu. C'est-à-dire que l'État d'Israël, le peuple d'Israël, doit courir, lorsque je parle de l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes, à la recherche de cette dimension morale, c'est-à-dire du statut auquel nous appartenons, pour essayer, qu'est-ce que la moralité à ce moment-là? Mais encore une fois, c'est en un mot, l'harmonie, l'équilibre. Et le moussard, la morale, est un concept. L'éthique en est la pratique. Et donc, j'essaye de trouver les moyens de rééquilibrer, de réharmoniser le monde auquel j'appartiens. Ce que tu fais avec ton journal, ce que nous faisons avec cette émission, avec nos leçons, c'est bien évidemment d'essayer d'apporter le droit de croire foncièrement à ce que nous disons de la naissance à la mort. Shema Israël. Il y a Hazana, Akshava et Shmiya. Shmiya est là où se trouve le liquide de centre de gravité. Il faudra une émission complète pour en parler. Alors véritablement, l'identité morale de la manière d'être hébreu, c'est essayer de participer d'abord à travers Israël, parce que nous avons levé la main pour dire à l'Éternel, après l'échec de Adam et Ève, de Caïn et d'Abel, de Noach, la génération de Noach et de Migdal Babel, nous relevons le défi. Quoi? D'essayer de réharmoniser le monde que tu as créé et qui est en quête
de cet équilibre et de cette harmonie. Amen. Merci, j'espère que vous êtes arrivés au bout de cette émission. En tout cas, elle était passionnante. Moi, je me suis fait un grand plaisir. Merci mille fois, Ronnie. Tu arrives toujours à nous surprendre par tout ce que tu dis. Ta grande faculté de, en permanence, te renouveler en disant, on pourrait le croire, la même chose, c'est impressionnant. Bravo, Ronnie. Merci beaucoup, Sadaraba.